Je veux que vous preniez un instant pour imaginer quelque chose de très précis. Je veux que vous fassiez un effort de mémoire profond, ou mieux encore, que vous fassiez l'expérience de manière délibérée la prochaine fois que vous en aurez la moindre occasion. Trouvez le miroir le plus ancien possible. Vous le chercherez peut-être dans l'angle obscur et oublié d'un magasin d'antiquités, là où la fine poussière grise danse lentement dans les rayons obliques du soleil de fin d'après-midi. Ou peut-être le trouverez-vous relégué dans le grenier silencieux de la maison de vos grands-parents, recouvert par le temps et la négligence. Approchez-vous de cet objet. Remarquez tout d'abord son poids, sa présence physique imposante. C'est une véritable plaque de verre, épaisse, dense, lourde, solidement encadrée par du bois massif usé par les décennies. Regardez attentivement les bords de ce miroir. Vous y verrez des taches sombres, des marbrures noires et dorées, des imperfections magnifiques où le temps et l'air ont oxydé la matière originelle. Et puis, posez vos yeux sur votre propre reflet. Regardez vraiment. Ce que vous allez voir n'est pas ce à quoi vous êtes conditionné depuis votre enfance. Ce n'est en aucun cas une déformation comique de foire, ni un tour de passe-passe optique. C'est quelque chose d'infiniment subtil, d'insaisissable, mais de profondément et radicalement différent. La couleur de votre peau dans ce vieux miroir lourd est incontestablement plus chaude. Elle possède une lueur vibrante qui semble émaner de l'intérieur de vous-même. Les ombres projetées sur votre visage ne sont pas des lignes de démarcation franches, dures et cruelles. Elles ont une profondeur fascinante. Elles sont remarquablement douces. Elles épousent les contours de vos traits avec une tendresse presque humaine. La lumière, lorsqu'elle touche cet objet ancien, n'est pas simplement frappée avec violence et rejetée vers vous. Elle semble être patiemment absorbée, comprise par la matière, puis restituée avec une âme véritable. Ce reflet a du caractère. Il possède une vitalité indéniable. Il vous montre non pas comme un objet physique posé dans l'espace, mais comme une présence vivante. Maintenant, je vous demande d'opposer cette vision chaleureuse à la scène clinique que vous vivez mécaniquement chaque matin de votre existence. Vous entrez d'un pas lourd dans votre salle de bain, vous appuyez sur l'interrupteur pour allumer cette lumière blanche, stérile, souvent fluorescente, et vous vous tenez immobile devant un miroir moderne. Un morceau de verre flotté, absolument parfait, coupé au millimètre près par des lasers industriels et recouvert sur sa face cachée d'une fine et glaciale pulvérisation d'aluminium ou d'argent de synthèse. Le choc sensoriel est immédiat, même si vous y êtes habitué. La lumière de la pièce frappe la fine couche de métal et rebondit droit dans vos pupilles avec une violence muette et implacable. Chaque pore de votre peau, chaque ligne de fatigue, chaque asymétrie naturelle de votre visage est rendue criante, évidente, monstrueuse. Ce que vous observez dans cette salle de bain, ce n'est absolument pas une version douce et compatissante de vous-même. C'est une image chirurgicale, une analyse de surface sans aucune bienveillance. La vérité que l'on ne vous enseigne pas, c'est qu'au beau milieu du XIXe siècle, ils ont délibérément changé la chimie fondamentale et la physique élémentaire de la façon dont la lumière est capturée et renvoyée vers l'œil humain. Ils ont altéré la mécanique intime de notre autoperception pour toujours. Et ils l'ont fait dans le silence le plus total. Cela soulève une question simple, mais critique. Si ces nouveaux miroirs de l'ère industrielle étaient véritablement un progrès absolu, un triomphe incontestable de la science, de la physique et de l'optique moderne, pourquoi l'ancien miroir, avec sa technologie soi-disant archaïque, nous montrait-il une version tellement plus belle, tellement plus vivante et tellement plus humaine de nous-mêmes? Pour espérer comprendre la magnitude de ce que nous avons perdu, il faut inévitablement remonter le fleuve du temps.
Il faut retourner des siècles en arrière, précisément dans les années 1500, dans la brume épaisse et romantique des canaux de la puissante République de Venise. Plus spécifiquement encore, sur la petite île isolée de Murano. Pendant près de 400 ans, cette petite étendue de terre a détenu le monopole absolu, mondial et sans partage, du miroir parfait. Ce qu'il faisait là-bas n'était pas simplement un noble artisanat. C'était un secret d'État de la plus haute importance, farouchement gardé par les autorités gouvernementales, une véritable obsession nationale qui dictait la géopolitique. Les miroirs qui sortaient des fours ardents de Murano valaient infiniment plus que leur poids en or pur. Les rois, les reines, les ducs et les aristocrates de toute l'Europe s'endettaient lourdement, vendaient des terres et des châteaux pour posséder ne serait-ce qu'un fragment de ce verre, pour avoir le privilège inouï de se contempler dans cette surface miraculeuse. Mais ce miracle esthétique avait un prix terrifiant, encadré par des règles d'une brutalité inimaginable. Les maîtres artisans verriers, qui possédaient le précieux savoir-faire de la fabrication de ces miroirs, étaient virtuellement des prisonniers de grand luxe sur leur île. Le redoutable Conseil des 10 de Venise veillait. Si un de ces artisans tentait de fuir l'île par une nuit sans lune, s'il osait seulement envisager de traverser les frontières pour vendre ce secret industriel à la cour de France ou à l'Empire britannique, la République de Venise n'hésitait pas une seconde. Elle envoyait des assassins professionnels, les redoutables bravi, pour traquer les fugitifs à travers toute l'Europe et les assassiner sans la moindre pitié, souvent par empoisonnement ou d'un coup de poignard dans des ruelles sombres. Pourquoi un État riche et civilisé irait-il jusqu'à commanditer le meurtre macabre de ses propres citoyens les plus talentueux pour protéger un simple morceau de verre décoratif? La réponse est vertigineuse, parce qu'il savait pertinemment que ce qu'il fabriquait n'était pas juste un objet usuel du quotidien. C'était un instrument suprême de pouvoir psychologique. Le secret absolu résidait dans le processus d'étamage. Une alchimie extrêmement lente, incroyablement dangereuse et profondément organique. Les maîtres vénitiens utilisaient un amalgame complexe composé de mercure liquide brillant et de fines feuilles d'étain battu. Ce n'était en aucun cas un processus industriel instantané que l'on pouvait précipiter. C'était un rituel douloureusement lent. Il fallait méticuleusement étaler la feuille d'étain, verser le mercure liquide qui dégageait des vapeurs invisibles, poser la plaque de verre par-dessus, et ensuite laisser l'ensemble reposer pendant des semaines entières sous des poids de pierre massifs. Il fallait donner le temps au mercure de s'infiltrer lentement, de s'unir à l'étain de manière intime et moléculaire. Le métal devait littéralement guérir sous le verre. Ce lent et dangereux mariage chimique créait une surface réflexive d'une nature totalement différente de ce que nous connaissons. Cette surface n'était pas un simple bouclier réflecteur conçu pour rebattre les photons de manière clinique. Cet amalgame mercuriel mystérieux entretenait une relation tout à fait singulière avec la lumière ambiante. Il ne la repoussait pas avec une froideur mathématique. Il créait, en quelque sorte, une véritable conversation silencieuse entre la lumière et le métal lourd. Il avait la capacité d'absorber certaines longueurs d'onde spécifiques, principalement les spectres froids et bleutés, et de ne renvoyer vers l'observateur que la chaleur, les tons dorés, les rouges subtils de la circulation sanguine sous la peau. Ce processus artisanal, qu'il ait été purement accidentel dans sa physique ou secrètement intentionnel, cultivait invariablement un reflet doux, extrêmement indulgent, profondément humain. C'était un reflet qui capturait l'essence intangible d'une personne, sa vitalité intrinsèque, son aura énergétique, bien avant de s'attarder misérablement sur ses prétendus défauts géométriques ou ses imperfections dermiques. C'est précisément cette lueur chaude et flatteuse que les grands peintres maîtres de la Renaissance percevaient et tentaient de fixer sur leurs toiles. C'est cette même chaleur enveloppante que les photographes modernes, frustrés par la froideur du numérique,
dépensent aujourd'hui des fortunes astronomiques en filtres optiques complexes, en éclairage sophistiqué et en post-production numérique pour tenter, souvent désespérément, de simuler ou de reproduire. Les redoutables Vénitiens ne vendaient pas de simples plaques de verre pour se peigner. Ils vendaient l'illusion parfaite. Ils vendaient la meilleure version psychologique possible de l'âme humaine. Et puis, de manière abrupte, le monde a basculé dans une nouvelle ère. Nous avançons rapidement sur la ligne du temps jusqu'en l'année 1835. L'Europe entière bouillonne au rythme frénétique de l'industrie lourde, des machines à vapeur hurlantes, des usines de briques rouges et des cheminées crachant une fumée noire. Dans ce contexte de frénésie mécanique, un chimiste allemand du nom de Justus von Liebig réalise une percée en laboratoire et invente un tout nouveau procédé. Le prateamento chimique. C'est une méthode radicalement nouvelle, utilisant d'abord une solution d'argent nitrate, puis, plus tard, évoluant vers de l'aluminium pulvérisé sous vide pour recouvrir l'arrière du verre de manière uniforme. Les avantages industriels étaient écrasants. C'était un procédé incroyablement rapide, qui prenait des minutes au lieu de semaines. C'était absurdement bon marché à produire en masse. Et surtout, argument suprême, cela n'utilisait pas une seule goutte de mercure. Si vous ouvrez n'importe quel livre d'histoire des sciences aujourd'hui, ou si vous lisez une encyclopédie standard, vous y trouverez la narration officielle, propre, aseptisée et parfaitement bien ficelée. On vous dira avec une certitude absolue que ce changement technologique radical a été mis en place par pure compassion humaniste. On vous expliquera en détail que l'ancien procédé d'étamage au mercure était atrocement toxique, que les vapeurs insidieuses détruisaient à petit feu le système nerveux central des pauvres artisans, causaient des tremblements corporels terrifiants, la perte des dents, la nécrose des os, et les poussait inexorablement vers une folie délirante. C'est d'ailleurs de cette toxicité neurobiologique que vient la célèbre expression « fou » comme un chapelier, car la florissante industrie de la chapellerie utilisait également le nitrate de mercure pour traiter le feutre des chapeaux. Et je veux être très clair avec vous sur ce point précis, c'est absolument et tragiquement vrai. Le mercure était un poison mortel d'une violence inouïe. Les conditions de travail dans les ateliers vénitiens et parisiens étaient souvent effroyables, s'apparentant à une condamnation à mort à petit feu. Mais, et c'est exactement ici que le récit officiel se fracture et révèle ses ombres, l'histoire nous a amplement prouvé que la santé précaire de quelques centaines d'artisans ouvriers n'a absolument jamais été le moteur des grandes révolutions industrielles. La philanthropie et l'empathie sincère ne sont pas les carburants qui ont fait tourner les gigantesques usines de l'ère victorienne. La préservation de la santé publique n'était en réalité que l'excuse parfaite pour obtenir l'acceptation pacifique des masses, le vernis moral irréfutable utilisé pour enterrer définitivement plus de 4 siècles de traditions artisanales complexes. Le véritable motif derrière ce bouleversement était fondamentalement sombre, froid et purement mathématique. Le capitalisme industriel naissant, affamé de croissance perpétuelle, ne pouvait tout simplement pas tolérer un processus de fabrication artisanale qui exigeait des semaines d'immobilisation du capital. Le processus ancestral vénitien était magnifique, d'une noblesse incontestable, mais il n'était pas du tout évolutif. Il ne pouvait pas répondre à la demande écrasante d'une population urbaine en pleine explosion. La révolution industrielle avait un besoin vital de produire des miroirs par dizaines de milliers, puis par millions, sur des chaînes d'assemblage ininterrompues. Elle avait besoin d'inonder le marché mondial de produits uniformes et bon marché pour équiper chaque maison bourgeoise et chaque appartement ouvrier. La conclusion est d'une tristesse implacable. La qualité intime et réconfortante de l'autoperception humaine a été sacrifiée, sans la moindre hésitation, sur l'autel de la marge bénéficiaire, du volume de production
et de l'efficacité logistique. Ce passage du mercure à l'aluminium n'était en aucun cas une évolution naturelle vers une prétendue vérité optique supérieure. Ce n'était pas une amélioration technologique, conçue pour le bien-être ou l'élévation de l'esprit humain. C'était purement et simplement la standardisation forcée de la façon dont nous avons le droit de nous voir, dictée non pas par la philosophie, mais par la vitesse implacable des chaînes de montage et le calcul des coûts de revient. Comme s'ils suivaient des instructions qu'ils ne comprenaient pas totalement, les capitaines d'industrie ont remplacé une magie optique, certes dangereuse, mais profondément humaine, par une réalité stérile, froide et mathématique. La plus grande tragédie psychologique dans tout cela, c'est que lorsque ce remplacement planétaire a eu lieu, le silence fut assourdissant. Absolument personne dans le grand public n'a remarqué ce que la conscience humaine était en train de perdre de manière irréversible. Pourquoi ? Parce que le nouveau miroir industriel était tellement clair, tellement net, tellement éblouissant de précision clinique, que cette clarté agressive même a été immédiatement confondue par l'esprit humain avec la vérité absolue. Nous avons cru que, parce que nous voyons plus de détails microscopiques, nous voyons la réalité. Il est maintenant grand temps de plonger profondément dans la nature toxique de cette fameuse clarté. Examinons intensément, et sans détour, ce que cette machine clinique, ce miroir en aluminium moderne qui trône dans nos maisons, fait réellement, quotidiennement et silencieusement à notre psyché. Il est d'une importance vitale de comprendre, de réaliser au plus profond de vous-même que ce que vous voyez chaque matin en vous brossant les dents n'est en aucun cas la réalité absolue de votre être. Le miroir moderne est une pure invention d'ingénierie mécanique. Ce n'est pas un œil humain, ce n'est pas une conscience. Ce verre est recouvert d'une couche métallique pulvérisée si incroyablement fine, si parfaitement uniforme au niveau moléculaire, si totalement dépourvu de la moindre matière organique ou de profondeur chimique, qu'il renvoie les particules de lumière, les photons, avec une précision chirurgicale, presque agressive. Ce rebond clinique et instantané ne possède absolument aucune des nuances de l'œil biologique. Il faut que vous intégriez cette vérité. Vos proches, les gens qui vous côtoient, ne vous voient absolument pas comme le miroir de votre salle de bain vous voit. Lorsque votre mère vous regarde, lorsque votre enfant lève les yeux vers vous, ou lorsque la personne qui partage votre vie et qui vous aime vous observe, ils vous perçoivent toujours à travers un filtre complexe d'émotions vivantes. Ils vous voient en perpétuel mouvement fluide, la musculature de votre visage s'exprimant, sous une lumière tridimensionnelle qui pénètre la première couche de votre épiderme et interagit avec la chaleur de votre sang qui circule. La lueur chaude d'une bougie lors d'un dîner, la lumière dorée et rasante d'un soleil couchant, ces lumières naturelles embrassent littéralement votre visage. Mais le miroir d'aluminium industriel, lui, n'embrasse rien. Il n'enveloppe pas. Il attaque. Il scrute. Il expose chaque infime petite ligne de fatigue que vous avez accumulée, chaque microscopique asymétrie de vos mâchoires, chaque pore dilaté de votre peau, chaque infime variation de pigmentation, avec une clarté impitoyable, froide et totalement impardonnable. Il ne montre pas un être humain vivant qui respire, qui ressent et qui évolue. Il montre la topographie figée d'un terrain accidenté. Il montre très exactement, et sans aucune poésie, ce qu'une intelligence artificielle ou une machine d'inspection voit lorsqu'elle analyse un produit sur un tapis roulant. C'est une vision purement robotique, dépourvue d'âme, froide et atrocement analytique, perpétuellement figée dans la rigidité d'un verre flotté parfait. Et c'est très précisément à ce moment charnière de l'histoire que la mutilation systématique de notre auto-image a véritablement commencé à s'enraciner dans la société.
Je vous demande de faire un effort mental pour ressentir le poids psychologique écrasant de ce changement technologique sur vos propres épaules, dans votre propre quotidien. Avant cette invention industrielle brutale, et cependant des millénaires entiers d'histoire humaine, l'acte de se regarder dans une surface réfléchissante était un acte relativement rare, souvent flatteur, doux, entouré d'une certaine aura de mystère. Le visage humain, lorsqu'on l'apercevait, était perçu par le cerveau comme une présence globale, une entité vivante, complète, un tout indivisible et expressif. Mais lorsque la technologie du miroir a été modifiée par les usines, lorsque sa physique interne s'est durcie et glacée, notre propre visage a instantanément changé dans les méandres de notre esprit. Sous l'éclat dur, blanc et implacable de l'aluminium et de la lumière électrique, le visage humain a tragiquement cessé d'être une présence harmonieuse pour devenir une simple collection de défauts individuels isolés. Le visage s'est fragmenté sous nos propres yeux. Nous avons alors commencé à développer la névrose d'examiner nos yeux séparément du reste, puis notre nez, puis l'arc de nos lèvres, puis la texture spécifique de notre peau sur nos joues, cherchant frénétiquement la moindre erreur dans la géométrie de nos traits. Le visage humain, autrefois le siège de l'âme, est soudainement devenu un épineux problème à résoudre. Une équation mathématique défaillante qui refuse obstinément de s'équilibrer parfaitement. Cette anxiété sourde que vous ressentez parfois en public, cette pointe de déception douloureuse et inexplicable lorsque vous croisez soudainement votre reflet sous la lumière crue et impitoyable des néons d'un supermarché ou d'un centre commercial, ce n'est pas du tout une faiblesse psychologique de votre part. Ce n'est pas un manque de confiance inné. C'est la réaction biologique et neurologique tout à fait naturelle de votre esprit face à une technologie abrasive qui a été spécifiquement conçue pour refléter la perfection de la matière morte, de l'ingénierie, mais qui est absurdement utilisée par l'humanité pour juger de la validité de la vie organique. Vous êtes constamment, jour après jour, matin après soir, jugé par un outil inanimé qui n'a fondamentalement pas la capacité physique de percevoir votre humanité. Et le pire dans ce désastre intime, c'est que nous avons tous collectivement intériorisé ce jugement mécanique. Nous avons cru aveuglément que la froide couche d'aluminium disait la seule vérité objective, simplement parce qu'elle hurlait ces informations visuelles plus fort et avec beaucoup plus de détails microscopiques que l'ancien murmure chaleureux de l'amalgame de mercure. Mais l'histoire de cette tragédie ne s'arrête évidemment pas à une simple et triste baisse d'estime de soi à l'échelle globale. Le capitalisme, dans sa nature dévorante et implacable, ne laisse jamais, au grand jamais, un nouveau besoin psychologique insatisfait, surtout s'il a lui-même contribué à le créer par un changement technologique. Il est temps de relier les derniers points de cette machination aveugle. Observez avec lucidité la naissance et l'explosion de notre épidémie moderne et galopante d'anxiété, liée à l'apparence physique. Regardez autour de vous cette tentaculaire industrie mondiale des cosmétiques, des routines de soins de la peau à 10 étapes, des crèmes anti-âge aux promesses miraculeuses, des filtres numériques déformants et des cliniques de chirurgies esthétiques qui prolifèrent à chaque coin de rue. Une industrie pharaonique qui pèse aujourd'hui des centaines, des milliers de milliards de dollars. Pensez-vous vraiment, une seule seconde, que cette obsession planétaire, cette névrose collective pour la perfection microscopique de l'épiderme et la symétrie absolue des traits existerait avec une telle intensité maladive sans la précision agressive et accusatrice du miroir moderne? C'est une règle d'ingénierie sociale redoutable. Si vous modifiez par la chimie la psychologie de l'auto-perception d'une espèce entière, si vous lui mettez de force entre les mains un outil de vision qui fragmente son visage et magnifie impitoyablement ses moindres asymétries naturelles, vous créez alors instantanément, comme par magie, des marchés financiers infinis et perpétuels
pour la correction de ces soi-disant défauts. Le miroir de laboratoire a artificiellement créé les failles visuelles, et l'industrie mondialisée s'est immédiatement empressée de vous vendre à prix d'or le remède illusoire. Ils vous ont vendu l'insécurité la plus profonde sous le couvert bien pensant de l'hygiène, du soin de soi et de la beauté, pour ensuite capitaliser férocement sur votre désespoir intime. Chaque petit flacon de sérum hors de prix que vous achetez dans l'espoir d'effacer une ligne normale de la vie, chaque traitement correctif invasif que vous envisagez avec angoisse est en réalité une taxe invisible. C'est une taxe que vous payez, sans le savoir, à cette altération technologique silencieuse du XIXe siècle. Le schéma se répète avec une précision troublante, encore et encore, à travers les âges. On introduit massivement une nouvelle technologie sous le prétexte du confort ou du progrès. Cette technologie altère fondamentalement, presque imperceptiblement, notre nature humaine et notre perception du monde. Et finalement, une industrie gigantesque s'élève des cendres de notre confiance pour traiter chimiquement ou chirurgicalement les symptômes douloureux de cette altération. Les anciens maîtres verriers de Murano, dans leur sagesse archaïque et leur isolement insulaire, comprenaient très probablement cela de manière purement instinctive, dans leurs tripes. C'est peut-être là la véritable et sombre raison pour laquelle ils étaient absolument prêts à torturer et à tuer dans les ruelles pour protéger leur terrible secret d'État. Ils savaient d'instinct qu'il y a une limite psychologique stricte à la précision qu'une âme humaine peut rationnellement supporter en se regardant elle-même face à face. Il comprenait, avec une terreur respectueuse, le pouvoir psychologique dévastateur d'un reflet qui détruit la chaleur humaine pour privilégier cyniquement le détail clinique et stérile. Ce savoir profond, cette empathie matérielle envers la condition humaine, n'a malheureusement pas franchi les lourdes portes en fer forgé des usines de la révolution industrielle. Il s'est simplement évaporé dans l'air enfumé des grandes capitales européennes. Il a été méthodiquement effacé des mémoires collectives, balayé et remplacé à jamais par l'efficacité stérile, rapide et aveugle de la chaîne de production de masse. Alors, je vous en conjure, la prochaine fois que vous vous tiendrez seul, au petit matin ou tard dans la nuit, devant ce grand miroir sans teint, plat et froid de votre salle de bain. La prochaine fois que vous sentirez cette petite voix intérieure pernicieuse s'élever pour critiquer sévèrement la forme imparfaite de votre visage, la symétrie de vos paupières ou la texture naturelle de votre peau, arrêtez-vous. Respirez profondément. Regardez fixement cet objet plat collé sur le mur. Prenez conscience de ce qu'il est réellement. Ce visage sévère, criblé de détails écrasants qu'il vous renvoie violemment, est-il réellement, fondamentalement le vôtre? Ou est-ce simplement une version dégradée, une image aplatie, disséquée et altérée par une chimie industrielle ancienne, conçue sans le vouloir pour vous faire douter, mais exploitée avec une intelligence redoutable pour vous faire acheter, et finalement conçue pour vous maintenir captif dans un cycle perpétuel d'insatisfaction de vous-même? Vous n'êtes pas le monstre de cette histoire. Vous n'êtes pas le problème à résoudre. Vous êtes la victime silencieuse d'un gigantesque vol optique qui s'est déroulé en catimini il y a près de 2 siècles. Un vol qui a substitué la bienveillance de la lumière à la tyrannie du détail microscopique. Et tout ce parcours à travers le temps et la matière nous laisse finalement avec la plus effrayante, la plus vertigineuse des réflexions. Si des industries entières ont pu vous livrer un simple reflet altéré, une banale manipulation de la lumière frappant un métal froid, en vous persuadant avec succès, et ce depuis le jour même de votre naissance, que c'était là l'unique, l'indéniable et l'absolue vérité sur votre apparence, que nous a-t-on livré d'autres, dans nos vies, depuis toujours, que nous n'avons jamais, au grand jamais, pensé à remettre en question? Êtes-vous prêt à regarder au-delà du miroir,